Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel dédié à l'immobilier. On va tout vous dire sur le secteur, comment bien louer, comment bien acheter un appartement, une maison. Vous saurez tout, vous serez enfin armés pour faire les bons choix dans ce secteur. Une chose est sûre, en tout cas, c'est une démarche qui se prépare. À mes côtés, comme d'habitude, mes complices, ils sont uniques, ils sont incontournables. Gaël et Sylvain Couchant sont sur ce plateau pour vous éclairer. Ils sont forcément experts immobiliers, chefs d'entreprise, ils ont toute une équipe qui les entoure. On va parler ensemble et on va vous aider à devenir propriétaire ou multipropriétaire, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on vous souhaite bien sûr une bonne année à toutes et à tous. Bonne année. Hein, en vrai. Et avant de plonger dans l'actu du mois 2024, place au sommaire de cette émission. 2024 démarre sur les chapeaux de roue avec des taux en baisse, coup-ci, coup-ça. On en parle dans quelques instants. Dans la deuxième partie de cette émission, notre dossier IMO sur la colocation. Et oui, c'est un phénomène de société, on en parle de plus en plus. Et troisième partie, eh bien, Gaël et Sylvain nous emmènent à la visite, à la découverte d'un bien bruxellois par excellence, un bien idéal à l'investissement. C'est parti. On commence avec l'actu du mois. Maître Renaud Grégoire nous a rejoint. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Au chaud, on en a bien besoin pour l'instant. Il paraît que vous êtes notaire depuis 20 ans. Ça veut dire beaucoup d'expérience. Hein. Un petit peu. On va le dire comme ça. Porte-parole de la Fédération des notaires aussi. Donc, on va parler sous votre contrôle aujourd'hui. Grande responsabilité. Gaël, honneur aux dames. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce début d'année concernant l'actu immobilière? Alors, reparlons un petit peu du marché. On va revenir sur 2023. Oui. Sur 2023, c'est vrai que les gens ont été un petit peu saisis avec la hausse des taux, la crise énergétique, le coût des rénovations, le PEB qui prend de plus en plus d'importance. Ça a gelé un peu le marché en 2023 un petit peu, au niveau des projets, les gens ont un petit peu, se sont mis en attente. On a senti quand même un petit peu de crainte, un petit peu de peur. Par contre, là, moi, j'ai un assez bon ressenti depuis décembre. Et là, début d'année, je pense que les gens se sont habitués aux nouvelles réalités du marché. Les taux diminuent un petit peu. Et là, ça redémarre. Allez, Sylvain, parfois, on parle même d'un baromètre. Exactement, il vient de sortir le baromètre des notaires pour 2023 qui confirme ce que Gaël disait là tout de suite. Hein. Donc le marché, il a été saisi, il y a eu énormément de paramètres à maîtriser et qui ont été beaucoup plus compliqués pour les acheteurs. Et donc ils se sont un petit peu mis en pause hein, et ils ont analysé, regardé. Et donc en pratique, on le voit puisqu'on a eu 210 000 transactions en 2023 pour 248 000 en 2022, donc ça représente quand même une différence de 15% en termes de nombre de ventes sur l'année. Est-ce que vous le sentez dans votre activité à vous, votre business, dans vos agences, vous sentez ce 15% de différence ? Ce que nous, on a ressenti, c'est que c'est clair que quand tu mettais un bien en vente, on ne va plus obtenir 10 offres pour une maison. Okay. On va peut-être même en obtenir qu'une seule. Donc, il faudra la prendre sérieusement en considération. Maintenant, on peut dire qu'on a la chance, nous, au niveau de notre entreprise, de ne pas réellement avoir senti de différence. Et pour être très honnête, nous, au niveau de notre chiffre d'affaires, etc., tout est très stable. Chiffre d'affaires, nombre de transactions. Oui. On va revenir dans un instant sur ce que vous avez fait pour justement redoubler d'efforts et pour ne pas vous laisser aller. Maître, un mot sur ce baromètre. Il est important pour le marché ? Alors, il est important dans le sens où il donne un peu le ton, il permet aux uns et aux autres de se positionner. Il y a toute une série d'analyses qui sont poussées en avant, l'âge moyen des acquéreurs, l'influence du PEB, le nombre de transactions pour les maisons, pour les appartements. Et donc, ça reste quand même un élément assez intéressant pour qui veut s'intéresser, voir un peu et comprendre. Ça permet aussi de donner des éléments qui nous permettent d'anticiper ce qui va se passer, de voir un peu comment les choses évoluent, vers quelle tendance on va. Et donc, on voit effectivement, comme ça vient d'être dit, que l'année 2023, elle va sans doute rester comme une année un peu frigorifique, si on peut dire. Je me réjouis de l'enthousiasme de Gaël. Ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Non, je me réjouis de l'enthousiasme de Gaël par rapport à 2024. Nous avions de notre côté plus le sentiment que la reprise viendrait plutôt en fin d'année, vers l'après des vacances, parce qu'on sent quand même encore aujourd'hui que les taux d'intérêt restent relativement élevés, même s'ils ont un petit peu bougé. Et que le coût des rénovations, et comme ça a été dit, le PEB a une influence quand même assez considérable aujourd'hui, ce sont tous des éléments qui font que le marché peine un peu pour le moment et il faut retrouver un peu le moral. Et l'actualité, on n'en a pas parlé, mais l'actualité générale
est quand même un élément qui plombe un peu tout le monde, particulièrement les personnes qui veulent faire un investissement. Quand on achète pour aller habiter, c'est pas pareil. Quand on achète pour faire un investissement, on est quand même un peu plus influencé par l'environnement extérieur. Vous parlez notamment de l'aspect géopolitique ? Oui, globalement, oui. Je ne pense pas que ce soit spécialement juste l'Ukraine, juste le conflit au Moyen-Orient. On est frileux. Enfin, voilà, donc c'est tous ces éléments-là qui sont un peu qui interviennent. Je pense malgré tout, c'est que le marché, ça fait déjà un petit moment que toutes ces situations durent et donc il s'habitue. Il s'habitue et il vit avec. Et donc, d'un autre côté, comme on dit, la vie, elle continue. Oui, d'un autre côté, on voit bien que ce secteur de l'immobilier, il reste là. Et il reste un secteur où on continue à investir malgré la situation, malgré l'actualité. Vous le voyez dans vos métiers ? Ça reste une valeur sûre. Hein. Oui. Et puis, tout le monde a envie d'avoir son chez-soi, a envie de pouvoir dire un jour c'est mon toit. Donc, ça y est, il l'a placé. C'est obligatoire. Maître, je vous ai pas l'idée, j'ai bien prévenu, mais il faut le dire absolument. Avec le geste. Oui, c'est ça. Un mot aussi sur ce que vous avez fait, ce que vous avez entrepris pour ne pas vous laisser aller, pour ne pas être impressionné par cet après-Covid qui a quand même touché le marché. Qu'est-ce qu'on fait quand on est chef d'entreprise, quand on a une équipe ? Comment on réagit ? Comment on ne se laisse pas abattre ? Oui, nous, de notre côté, de toute façon, on ne peut pas parler au nom de tous les chefs d'entreprise. Mais par contre... Quand on a senti le vent tourner et que le marché a changé, c'est vrai qu'on a eu on a vu beaucoup de nos confrères dans l'immobilier qui ont un peu freiné des deux pieds sur le marketing, sur la communication, sur tout ça. Et nous, on s'est dit, on va faire l'inverse. Alors avec une boule au ventre, c'est vrai, parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu te dis allez, on y va, on a foncé et nous on a investi. Oui, clairement. Donc l'idée, alors attention, parce que redoubler d'efforts, en fait on a toujours redoublé d'efforts. Moi je connais notre quotidien, c'est toujours 100, toujours 200%. Ça fait 15 ans qu'on bosse comme ça. Donc il y a un vécu, il y a une assise. On a une chance, nous, parce qu'on parlait de stabilité au niveau des chiffres, etc. On est un acteur fort dans notre situation. C'est une position, c'est clair, qui est enviable parce qu'on a une maîtrise de notre marché. On sait comment valoriser le bien correctement. On sait comment le mettre en valeur également correctement. Et on a énormément de clients. Donc sur lesquels on peut compter. Ça, c'est la première chose. Alors, par contre, oui, quand... on a senti nos confrères qui sortaient les parapluies en disant « Ouh, ça va être dur, on va faire le dos rond ». Nous, l'idée, c'était de pouvoir dire non, il faut que nos équipes, elles soient encore plus finalement à la pointe, qu'elles puissent encore plus guider, qu'elles puissent encore plus conseiller finalement les Ça veut dire investir dans de la formation ? Investir dans de la formation, investir dans des coachings d'entreprise et continuer malgré tout à investir dans le marketing, dans notre notoriété. Mais encore une fois, l'idée, c'est d'être encore plus performant. Et quand une situation, comme aujourd'hui, on a malgré tout la chance de la voir arriver, eh bien ça doit s'anticiper. Oui, c'est ça. Vous aimez aussi parfois regarder dans le rétroviseur. C'est aussi l'expérience et les années qui vous font mieux anticiper le marché aujourd'hui. Quand on revient sur une anecdote du passé. Oui, précisément, dans le sens où, par exemple, Gaël et moi, 2008, on l'a connu. La crise aussi, en 2008, de l'immobilier, qui s'est répercutée chez nous. On a été programmés, nous, comme agents immobiliers, à déjà prendre beaucoup plus l'acheteur forcément en considération, parce qu'à cette époque, il avait moins la possibilité, finalement, de pouvoir accéder à la propriété. Donc c'était précieux, il fallait lui accorder une attention qui était particulière. Et nous, de 2010 finalement à 2020, on n'a jamais changé cette programmation. On a toujours été sur le dos de nos équipes pour pouvoir leur dire... Les gars, il faut pouvoir connaître les besoins, travailler avec des gens qui ont la capacité d'acheter. Et quand vous avez l'occasion de travailler avec quelqu'un comme ça, après, il faut encore lui trouver le bien. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Alors, on parle de l'actualité dans cette partie. Renaud, vous évoquiez tout à l'heure la baisse des taux. Vous l'avez vite dit. On est vite passé à autre chose. On en parle, cette baisse des taux. On peut dire quoi aujourd'hui à nos téléspectateurs sur le sujet ? Moi, je ne pense pas qu'il y ait une véritable baisse des taux. Il y a une accalmie. On va sans doute se stabiliser entre 3,5 et 4.
Ça ne va pas redescendre. Je ne suis pas un grand analyste, mais je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, il y ait des éléments externes au niveau économique qui justifient qu'on diminue les taux. Et je pense que c'est peut-être plus un bon moment de se positionner comme acheteur aujourd'hui. Autant, il y a 2-3 ans, le marché était extrêmement favorable aux vendeurs qui avaient des conditions, évidemment, le vent dans le dos, qui faisaient monter les prix, on surenchérissait. Aujourd'hui, c'est clairement un marché d'acheteurs. L'acheteur peut visiter plusieurs fois le bien, comme ça a été dit. Ça veut dire quoi, aujourd'hui, c'est un marché d'acheteurs? Ça veut dire que l'acheteur est dans une position qui est plus facile, parce qu'il y a moins de candidats sur le marché. Alors, ça coûte un peu plus cher, évidemment, parce que les taux d'intérêt ont augmenté, comme on l'a dit. Il y a moins de concurrence. Mais il y a moins de concurrence comme acheteur, et donc on peut visiter le bien plusieurs fois, on peut venir avec un entrepreneur, on peut chiffrer sa rénovation, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. La région Bruxelles-Capitale a mis en place un système qui est quand même assez intéressant, qui dit plus vous allez rénover au niveau énergétique, moins vous allez payer de taxes au moment de votre achat. Donc c'est quand même un truc qui n'est pas complètement idiot comme système. Et donc c'est important de cibler en disant, OK, j'ai un PEBE, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que j'ai vraiment moyen d'aller jusqu'à B? Est-ce que je peux aller jusqu'à C? Et donc de chiffrer ça, de faire un budget. Et si vous ne le faites pas de toute façon dans votre achat, la banque va le faire pour vous, parce qu'aujourd'hui, les banquiers ont clairement intégré cette notion de rénovation et cette notion énergétique. Et donc, si la banque estime que la qualité énergétique du bien n'est pas satisfaisante, elle va sans doute imposer soit d'emprunter plus, si vous êtes en mesure de le faire, soit de vous imposer plus de fonds propres en vous disant « vous devez rénover ». Et donc, nous voulons que vous intégriez ça dans votre budget. Gaëlle, est-ce que cette situation vous pose problème au quotidien avec vos clients investisseurs? Comme je l'ai dit, je pense que les gens s'habituent au final petit à petit à cette situation. Et puis moi, j'ai surtout envie de dire, voilà, les taux, il y a eu cette toute petite baisse, mais on n'atteindra plus, je pense, des taux à 1%. Donc ça ne doit pas nous empêcher d'investir. On fonce, les projets ils doivent se faire, la vie ne s'arrête pas. Moi, j'ai envie de dire, continuez à acheter. Et sincèrement, c'est ce qu'on ressent au sein de nos bureaux. Les demandes sont là, les gens nous parlent de projets. Ouais. Ça bouge. On avait fait une petite simulation en interne où, effectivement, regardez, c'est vrai, hein, la chute au niveau des taux, non, hein, elle n'est pas drastique, mais une différence même de 0,5 points si tu prends sur un crédit, par exemple, de 300 000 €, tu passes de 3,8 en soi à 3,2, mais ça représente une différence quand même de 100 € par mois. Alors 100 € par mois, on va pouvoir parfois dire, tiens, c'est un petit peu anecdotique, mais pour le particulier, ça peut changer beaucoup de choses. Oui, mais 100 € par mois... Ça fait 1 200 € par an, ça fait 24 000 € sur 20 ans, donc ça permet de donner d'autres perspectives, donc c'est bien d'encourager le marché. OK. Dans l'actu, le précompte augmente aussi. Un mot là-dessus? 4%. C'est de votre faute. Qu'est-ce qui n'augmente pas? Oui, c'est ça. À part le nombre de transactions. Bon, je vais profiter de votre présence pour vous poser une question qu'on se pose tous. À un moment donné, on se demande pourquoi il faut attendre 3-4 mois avant de signer un acte. Quelle est la raison réelle de ce délai? Alors, ce n'est pas la raison réelle ou pas réelle. C'est la raison, il y en a plusieurs. C'est que d'une part, vous allez avoir un acheteur qui va faire un dossier, qui va devoir aller trouver une banque. Généralement, ils font déjà un peu leur shopping. Ils prennent plusieurs semaines pour aller voir celle qui va être la plus intéressante. Il y a un dossier qui va être introduit. Il y a un dossier de crédit qui va être lancé. La banque va envoyer le dossier une fois qu'on a été à l'agent. Ça peut prendre 1 mois et demi. Oui, pas 3-4. Ça, c'est un des éléments qui va être justifié. Il y a toute une série de formalités qui vont être faites. Alors, dans certaines régions, les formalités sont faites en partie avant le compromis, mais dans toute une série d'autres régions, elles se font, par exemple, en région wallonne, elles se font généralement pendant le crédit, pendant la période du compromis, comme par exemple les renseignements d'urbanisme. Les communes ont 40 jours ou 30 jours en fonction de la situation pour répondre à la demande qui est faite, sauf qu'il y a plein de communes où il n'y a pas de réponse qui est envoyée. Donc, on suggère aux clients d'aller se renseigner à la commune pour au moins avoir une information, voir ce qu'il en est. Pourquoi? Parce que tous les services administratifs sont débordés. Aujourd'hui, on est dans une période où, par exemple, les états hypothécaires n'arrivent plus parce qu'il y a une espèce de désorganisation, on a remanié le système et donc les états hypothécaires tardent. Et il y a l'organisation d'un planning. Vous avez un vendeur, un acheteur, vous avez 1 ou 2 notaires qui vont intervenir et vous avez une situation qui va faire, alors c'est rarement 4 mois précis, c'est généralement plutôt 3 mois, 2 mois et demi, mais quand vous devez planifier ça et que vous avez un vendeur qui, lui, dans sa vente, sait qu'au moment où il a vendu son bien, alors qu'il habite le bien, il va devoir déménager, et que vous avez un acheteur qui lui-même a un bail où il va peut-être donner un congé et qui doit prévoir un délai, globalement, si vous mettez ça bout à bout, il y a moyen de le faire en 2 mois et demi, c'est pas un problème. Il y a beaucoup légalement, on peut signer après 2 mois?
Ah oui, il n'y a pas de problème à le faire légalement. C'est le délai fiscal de 4 alors mois. Le délai de 4 mois, c'est un délai fiscal. Donc, ce n'est pas un délai... C'est maximum 4 mois. mois. À partir de ce délai-là, une fois que la vente est devenue définitive, donc les 4 mois, eh bien, on est censé payer les droits d'enregistrement. C'est ça qui justifie ce délai de 4 mois. Mais globalement, dans la grande majorité des cas... Pardon, on est bien en dessous de ce délai. Et donc, c'est souvent l'ensemble des éléments qui justifient que c'est compliqué de faire plus court. Il suffit qu'un des deux, le vendeur ou acheteur, dise moi c'est 3 mois et demi ou 4 mois parce que je ne suis pas partir avant ou je ne sais pas acheter avant, et c'est réglé. Donc soit on le convient au compromis, on met un délai plus court, mais sinon le principe c'est que globalement c'est un ensemble de formalités qui sont faites, qui sont dans l'étude, et toute la sécurité de l'opération va être menée par le notaire, et cette sécurité nécessite toute une série de formalités. Dernier point peut-être pour vous, Gaël et Sylvain, tous ces 2-3 mois, là, ou 4 mois de délai, ça permet aussi de conscientiser et de sécuriser tout le monde. Ça permet d'opérer des vérifications qui sont nécessaires pour l'achat d'un bien. C'est pour ça qu'on compte sur les notaires. Ça sert à quelque chose. C'est important. En pratique, là, on perd un peu le contrôle. Les conséquences, j'ai pu lire... les retards sur la délivrance des états hypothécaires. Mais c'est vrai que ça peut avoir des conséquences parfois de devoir re-signer le crédit parce que c'est pas évident. Et ça, c'est difficile de combiner l'organisation. Vous avez des banques qui vont dire « Ok, on vous octroie un crédit, les conditions de notre crédit sont valables à 1 mois et demi ou 2 mois. » Et en fait, si on est allé voir la banque le lendemain du jour où on a signé le compromis et qu'il se fait qu'en fait, dans le compromis, le vendeur a dit « Non, mais moi je reste dans mon bien pendant 4 mois parce que je n'ai pas trouvé d'endroit où aller. » Et donc, exactement. Et donc, dans cette situation, on se retrouve avec une situation où l'acheteur doit passer son acte dans les 2 mois. Et par contre, le vendeur a dit, mais moi, je reste encore pendant 1 mois ou 2. Et donc, c'est généralement à ce moment-là qu'on commence à discuter et qu'entre les études, on essaie de trouver des solutions qui conviennent pour régler ce genre de situation. Et donc, c'est difficile parce que chaque dossier est différent. Donc, c'est vraiment aussi une des grandes valeurs ajoutées, d'une part, au moment de la commercialisation, et d'où l'importance d'avoir un intermédiaire qui fait ça bien, d'avoir un agent immobilier qui va faire son job et qui va vraiment poser les bonnes questions à ce moment-là. Et deuxièmement, c'est après de mettre tout ça ensemble, et le notaire, comme chef d'orchestre de cette dynamique, va prendre le temps et va organiser ça avec tous ses collaborateurs qui vont passer plein de temps avec les clients, avec l'autre étude, pour essayer d'organiser tout ça. Et juste d'un point de vue pratique, quand on est dans un marché avec des circonstances de hausse de taux, eh bien on a une pression de la part des acheteurs. Parce que demain, ils doivent refinancer, mais ça leur coûte plus cher. Donc c'était... Effectivement. Allez, on avance dans cette émission. Dans la 3e partie de C'est mon toit, nous vous emmènerons en visite dans un bien idéal pour l'investissement. Vous verrez ça tout à l'heure. Et dans la 2e partie, juste après la pub, place à la colocation. Est-ce que c'est un nouveau mode de vie? On en parle juste après la pub. À tout de suite. Allez, on parle colocation dans la 2e partie de C'est mon toit. C'est une grande tendance. On regarde notre reportage et on se retrouve juste après pour en parler en plateau. Moi, je trouve ça plus sympa d'être tout le temps avec quelqu'un plutôt que rester tout seul dans un appartement. C'est moins fun. Vivre toute seule, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Et je me suis dit, vivre en communauté, c'est mieux. Je viens de France, donc le fait d'arriver toute seule dans un autre pays que je connais pas, c'est moins bien. Je préfère vivre en communauté avec du monde, puis c'est des rencontres aussi, pas être toute seule. Moi, je cherchais plutôt principalement un appartement en premier lieu, mais j'ai opté pour une colocation. J'avais hésité résidence étudiante et colocation, et je trouvais que c'était plus une vie commune et tout. En colocation, c'était mieux, quoi. On peut venir en bas, il y a toujours quelqu'un qui sera là. On fait aussi des jeux de société ensemble. On fait aussi des dessins ensemble. En appart, je pense que c'est quand même assez cher par rapport à la colocation. Donc on peut forcément y gagner au niveau de l'année sur les finances. Mais c'est vrai que certaines colocations, au niveau de la superficie, peuvent jouer un peu. Si la coloc elle est beaucoup plus grande qu'un appart banal, c'est vrai que ça peut revenir au même prix, mais certains étudiants, ils ont des colocs qui sont beaucoup plus petites, avec beaucoup de personnes dans la maison, donc forcément ça sera plus rentable pour eux. Nous, en fait, on paye quelque chose qui est tout compris,
Que ça soit le ménage, on a un homme de ménage qui vient une fois par semaine. Financièrement, c'est vrai que c'est peut-être mieux d'être en colocation que d'avoir son propre appartement. On a aussi la machine à laver, le sèche-linge qui sont à proximité, donc on n'a pas à payer en plus des suppléments. Je pense que c'est à réfléchir pour la vision du futur, mais c'est vrai que en famille, ça serait beaucoup plus compliqué de vivre tous en communauté, mais après, pour certaines personnes qui vivent seules, qui n'ont pas forcément une vision où ils pensent à avoir une famille, ça pourrait être bien pour eux. Voilà, à en croire ce qu'on entend dans le reportage, c'est quand même destiné aux célibataires. On va en débattre en plateau. C'est une réelle tendance, on en discute ensemble. Est-ce que vous entendez de plus en plus parler de colocation ? Dans la troisième partie, on verra un bien qui s'y prête à l'investissement, mais parlons d'abord de cette tendance sociétale. Vous entendez de plus en plus parler de coloc ? On a beaucoup de demandes, beaucoup d'appels de recherche sur la colocation. Oui. Et ce qu'on voit, mais depuis un petit temps, ça touche même les gens jusqu'à 35, 40 ans. On reste en coloc jusqu'à 35 ans, facilement. C'est un grand regret pour vous, Sylvain. Il faut le dire à nos téléspectateurs. Clairement, à 20 ans, j'aurais adoré. Et moi, je suis dans le partage. 18h, allez les gars, ding, 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 apéro, tous autour de la table. Mais non, dans l'idée, on dit, ah ben tiens, oui, c'est peut-être l'habitat de demain, l'habitat du futur, mais en fait, c'est déjà l'habitat du présent. Pourquoi, selon vous, Renaud, vous êtes confronté à l'évolution de cette tendance ? Alors, c'est effectivement, d'une part, une tendance sociétale. On voit que les jeunes ont moins vite tendance à rentrer dans des formes de contraintes. La génération millénium ou Z, je ne sais plus très bien comment on doit dire, a plutôt tendance à ne pas acheter son bien directement, parce qu'on sait qu'acheter un bien, c'est un peu une contrainte, à ne pas fonder une famille, à faire des enfants à 25 ans, comme on l'a connu à une certaine époque. Et donc cet esprit de liberté, on le retrouve dans l'idée de dire on va s'installer, mais en même temps, se retrouver tout seul dans un appart, ça n'a pas beaucoup de charme, c'est pas très intéressant. Cette génération, elle aime bien aussi être avec du monde, et c'est toujours ce regroupement qui est quand même intéressant. Et il y a quand même une question budgétaire, soyons clairs, qui est au cœur du débat. Payer avec un loyer de, je sais pas moi, 700 € ou 800 €, vous avez un appartement qui est peut-être un peu étriqué si vous êtes à Bruxelles, par exemple. Mais par contre, si vous êtes à plusieurs, vous êtes dans une maison, vous avez un salon, vous avez même un petit jardin, etc. Donc, c'est un peu la conjonction de ces éléments-là qui fait que ce sujet a vraiment le vent dans le dos. Vous avez beaucoup de demandes en ce sens ? Oui. Et côté investisseur, on en parlera dans la troisième partie de cette émission, mais et côté locataire, vous avez beaucoup de personnes justement, qui cherchent. Beaucoup de demandes et les mentalités changent aussi parce que, moi je me souviens qu'avant, quand je dis avant, il y a 4-5 ans, les gens n'étaient pas encore très habitués à la colocation. Les gens, vous voulez dire les propriétaires ? Les proprios, même refusaient parfois. Ah non, ma maison, je ne veux pas la louer en colocation. Et pourquoi ? Il y a une raison ? Que ce soit une famille. Le côté plus festif, on va dire, d'un jeune étudiant, d'un jeune travailleur, etc. Et puis au final, on voit que ça se passe très bien. Nous, on gère pas mal de biens maintenant qui sont en colocation et ça se passe très bien. Parce que ça marche comment ? Ça veut dire que la responsabilité n'est pas que sur une tête, elle est sur plusieurs têtes, il y a plusieurs types de contrats. Ça dépend les contrats qui sont faits. Généralement, ça va souvent être parce que le propriétaire va préférer avoir un seul contrat avec quelqu'un qui va gérer et qui va avoir d'autres personnes. Dans ces cas-là, ça ne s'appelle pas un contrat de colocation, si ? Ça dépend comment on va le faire, ça dépend comment on va l'animer. Ou alors, effectivement, on a des contrats séparés, sauf que dans ce cas-là, la question peut se poser évidemment comment ça se passe, comment la sortie se passe. Ça veut dire qu'il y a du mobilier qui reste, donc on rentre dans une législation qui est différente, parce que ça veut dire qu'on loue un meublé. Et donc, il faut évidemment être attentif à cet élément-là, parce que les règles sont quand même assez contraignantes par rapport à ce genre de choses. Si vous louez la maison à des personnes qui louent ensemble et que la maison est vide et que vous dites « moi je vous loue, vous vous débrouillez », ça me dérange. C'est votre problème si vous avez plusieurs personnes. En termes légalement parlant, il n'y a pas de difficulté. Si par contre vous dites je vais commencer à louer mes chambres séparément et j'ai du mobilier, j'ai tout meublé, vous rentrez dans un autre type de législation qui est beaucoup plus contraignant. Qu'est-ce qu'on dit à un propriétaire qui est frileux aujourd'hui ? Vous êtes confronté à ce type de situation. Comment on le rassure peut-être pour le faire se tourner vers la colocation, qui est une demande quand même qui grandit ? On peut présenter des points de comparaison.
On peut montrer des situations ailleurs, parce que, oui, comme on disait, il y a un turnover qui est plus important. Donc, l'un dans l'autre, on a souvent l'occasion d'avoir un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie. On voit que, finalement, c'est pas parce qu'on est jeune travailleur, parce qu'aujourd'hui, on décide de s'émanciper, qu'on n'a pas le respect des choses ou qu'on va pas bien entretenir son bien. Donc, et en même temps, ça offre une rentabilité qui est un petit peu meilleure. Donc, parfois même pas plus qu'un petit peu. Donc, il y a des perspectives. Après, c'est quelque chose que vous devez sentir, parce que c'est clair qu'en termes de gestion, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que, Renaud, est-ce qu'on vend un bien, est-ce que vous avez déjà connu cette situation, plus facilement ou moins facilement, s'il est habité en colocation? Alors, la question est plutôt de dire quelle est l'influence de la colocation sur le prix de vente d'un bien. Et on voit qu'il y a des biens qui, par exemple, vont se prêter très bien à ce genre de location. Je prends une maison bruxelloise, par exemple, où il n'y a pas de jardin et qui a 5 chambres et qui a un bel espace de vie. Globalement, si vous devez vendre ça à une famille, qui est-ce qui va aller acheter une maison de 5 chambres, avec le prix qu'on peut imaginer que ça va donner, s'il n'y a pas de jardin? Donc, ça ne va pas être destiné à une famille. Par contre, on se dit, OK, mais ça, c'est un bel espace, c'est un bien qui va peut-être effectivement se vendre facilement parce qu'on peut en faire une colocation. On prend sa calculette, on dit, OK, je peux louer par chambre, quels sont les frais de rénovation, les portes coupe-feu, enfin tout ce qu'on doit faire pour remettre ça en norme et que ça ne pose pas de problème. Et puis on est parti sur un projet. Donc c'est plutôt que ce soit loué, c'est déjà arrivé de louer des biens et ça se vend bien parce qu'il y a un rendement. Maintenant la question c'est qu'évidemment la question va se poser de dire OK, quel est le statut du bail, comment ça fonctionne, et on sait effectivement, comme ça vient d'être dit, qu'il peut y avoir un turnover par rapport aux locataires, mais globalement si on laisse les locataires gérer la question parce qu'on a je dirais façonné par exemple une garantie locative qui ne pose pas de difficulté, eh bien globalement ça reste quand même très intéressant. J'aimerais revenir sur votre expérience à vous, puisque en tant qu'expert immobilier, en tant que chef d'entreprise, vous avez fait ce choix d'investir en colocation. De nouveau, c'était pour quelles raisons et surtout ça se passe comment aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de le conseiller? On a tenté l'investissement en coloc. Et ça se passe plutôt bien. On est content. On a peur, on se dit, oui, mais il ne faut pas gérer une personne, 2 personnes, il faut peut-être en gérer 6, 7 et être payé par les 6, 7. Mais ça dépend du choix des contrats. Comme disait Renaud, ça dépend du contrat, ça dépend de la situation. Et finalement, ils savent aussi très bien s'auto-gérer. Et donc, en soi, quand il y a quelqu'un qui part, finalement, ils sont dans un monde où il y a matière à échanger énormément. Et donc, ils savent se trouver un remplaçant. Finalement tout seul aussi. Oui, avec le pacte de colocation qui est lié au bail, en fait, il y a des règles à respecter où ils doivent trouver eux-mêmes le prochain candidat, etc. Donc ça s'inscrit dans le contrat? C'est un pacte de colocation qui se fait à côté du contrat de bail. Donc il y a le contrat de bail. C'est quoi? C'est une annexe au contrat? Ça une annexe, oui. C'est un pacte de colocation qui dicte les règles de colocation. Ok, mais donc toujours pour conclure peut-être sur la coloc, toujours bien se renseigner. Renaud, il y a différents types de contrats, différents types de documents. Oui, donc c'est de respecter les règles. Pour le propriétaire, c'est de voir qu'il ne tombe pas dans une situation où il se met en travers de la loi, par exemple au niveau fiscal, parce qu'il louerait un meublé, ou pour des raisons urbanistiques. Ça, ce sont 2 contraintes importantes pour le propriétaire. Et que le locataire, il connaisse sa situation, qu'il puisse avoir un aperçu, qu'il ne se sente pas bloqué à un moment donné en disant « mais moi, je voudrais sortir de ça, dans quoi je me suis engagé ». Mais donc, il y a des solutions, comme ça vient d'être dit. Et donc, effectivement, il y a plein de personnes qui sont capables de conseiller là-dedans. Allez, on enchaîne sur la 3e partie de cette émission. Vous l'attendez toujours, cette visite. On vous emmène découvrir un bien idéal à l'investissement dans quelques instants. À tout de suite. Il est temps de partir en visite. Vous nous faites découvrir ce mois-ci un bien, j'ai envie de dire, à la caractéristique très bruxelloise. On va voir pourquoi dans quelques instants et on y revient parce qu'il y a un gros potentiel d'investissement. À tout de suite. C'est celle-ci, donc la fameuse maison bourgeoise. Ouais. La façade est superbe. Ouais. Elle a été construite entre 1925 et 1930. Le permis date de 24. Ok. Maison presque 100 ans. Ah ouais. On va fêter son anniversaire. 1 art 80 de terrain. Ouais. T'as un peu moins de 100 mètres carrés de jardin. Et tu vas voir, elle est belle, elle est grande. J'ai hâte. On y va? On y va. Donc belle pièce en enfilade, au plafond. Très belle hauteur sous plafond. Un peu plus de 3 mètres. Les cheminées, donc typiques de ces superbes maisons bruxelloises. Qui amène justement ce cachet, l'âme de la maison. Hein. Qu'est-ce que t'en penses?
Ah, mais pour le moment, la maison, elle est canon. Et vraiment, tu as ces 3 pièces en enfilade avec la luminosité qui va venir de la façade avant et qui finit en façade arrière avec une belle baie vitrée. Donc les jours de soleil, ça doit vraiment être très très agréable. C'était un beau jardin, belle terrasse, et donc la cuisine est ouverte juste là derrière. Ah oui. On va te montrer ça. Ah, ça fait vraiment un bel espace cuisine, pièce déjeuner. Et à côté, on va avoir la salle à manger. Chouette cuisine ouverte, accès direct, terrasse, jardin. Il est orienté nord-ouest, bon, c'est un bel espace, hein. Tu as un peu moins de 100 mètres carrés. Et bon, il faut un peu le débroussailler. Alors ici, Grégory, tu avais tout le plateau de la chambre parentale, bureau par ici, chambre, dressing là-bas à droite et salle de bain là derrière. Et donc cette maison, Greg, elle a un gros potentiel aussi parce qu'on pourrait très très bien la transformer en maison de colocation. Ouais, c'est exactement ce que je me disais. Au fur et à mesure où on monte dans les étages, c'est comme ça que je la voyais. Hein. Tu as vraiment l'espace au niveau des chambres. Tu peux en faire 7 à 8 en aménageant les sous-sols aussi. Ça, et on a encore un étage en haut qu'on peut aménager. Tout à fait. Tu as les combles à aménager également. Tu peux la transformer en une chambre. Tu penses à des clients? Oui, là tout de suite, j'ai déjà 2 clients en tête qui sont vraiment dans le projet colocation. Et c'est vraiment comme ça que moi je me projette dans cette maison. C'est vraiment une maison avec énormément de potentiel, beaucoup de caractère. Alors, c'est vendu quand? Donne-moi 2 semaines et je ramène une offre. Cette maison, c'est typiquement une maison bruxelloise. J'ai envie de dire, vous allez nous en faire visiter et décrypter, débriefer tous les recoins dans quelques instants. Ça m'amuse quand on entend Greg dire « donnez-moi 2 semaines ». Ça marche comme ça aussi au challenge. Quand on aime un bien, quand on y croit, il va faire quoi? Il va scruter un peu son portefeuille de clients qui recherchent ce type de bien. C'est ça qui va se passer là maintenant? Oui, il va vraiment faire un boulot de recontact au niveau de ses clients et les appeler en disant « Ok, monsieur Untel, là j'ai un bien qui pourrait correspondre à vos recherches. Go, allons le voir. » Ça veut dire que ça vous sert à ça d'avoir et de l'expérience et du monde, je vais dire, derrière vous. Ça veut dire que le client acheteur de cette maison-là qu'on vient de voir, il est peut-être déjà chez vous. Tout à fait. On vend parfois des personnes qui sont dans notre base de données depuis 5 ans. Oui. Un projet de vie, ça se construit. Et donc, ça ne se fait pas à l'instant T quand les gens se réveillent en disant bah, « Tiens, je vais acheter une maison ». C'est pas sur un portail immobilier, quand vous mettez en fait votre bien en vente, que vous vendez le bien. Mais c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un côté privilège. Si je suis dans votre base de données et que vous savez que je cherche ça, je serai prévenu en premier au plus tôt. Et tous ceux qui cherchent à investir dans ce type de bien le seront peut-être après via ImoWeb et d'autres plateformes. C'est ça. Exactement. Et donc c'est important quand on voit cette visite, par exemple avec Grégory, c'est que le bien, il plaise. Alors il peut être beau, il peut être vilain, etc. En tout cas, qu'il plaise et qu'il parle aux équipes. Et en même temps, il y a le facteur prix. C'est important d'avoir cet équilibre. Mais quand les deux se rencontrent, eh bien effectivement, vous avez une équipe qui se démène, qui se défonce et qui arrive à de très beaux résultats. Revenons sur ce bien, une maison typiquement bruxelloise, donc plutôt les 3 pièces en enfilade. Qu'est-ce qui fait que ça peut plaire? Quels sont les vrais atouts de cette maison? Le cachet. Déjà, le cachet de la maison. L'âme du bien. L'âme du bien, le jardin, l'espace extérieur est quand même super aussi. Maintenant, cette maison, elle est vraiment faite pour moi pour être mise en colocation. Ça, c'est intéressant. On y revient parce qu'on a abordé le phénomène sociétal de la colocation dans la deuxième partie de cette émission. Abordons maintenant l'investissement. Quels sont les critères qui vous font vraiment le déclic colocation? L'agencement de la maison, les espaces. Alors, c'est vrai que si on prend la maison telle qu'elle en se disant tiens, c'est une maison 4 chambres, on ne va pas penser coloc. 4 chambres, c'est pas assez. Ça peut être une famille. Ça peut être pour une famille, mais à ce moment-là, c'est un investissement personnel pour y habiter. Mais si on pense vraiment invest-rendement, en fait, cette maison, c'est vrai qu'on doit parfois un petit peu guider le client et lui dire vous pourriez éventuellement aménager les combles parce qu'ils sont énormes en chambres supplémentaires.
On a une partie des sous-sols qui sont... Entre-sols même. Entre-sols, oui, au niveau luminosité, hauteur sous plafond, tout est bon pour pouvoir également exploiter cet entresol en chambre, éventuellement. Et là, on peut obtenir un très joli rendement. Ouais. Donc, ce qui tilte coloc, c'est quand il y a plus que 4 chambres. Et là, vous vous dites... On peut faire aussi une coloc avec 4 chambres. Ça peut se faire, encore une fois, mais ça va dépendre du prix, pardon, mais dans l'idée, effectivement, au plus vous allez avoir de chambres sans passer à une surexploitation. Hein. L'idée, c'est pas de dire, OK, on va faire marchand de tapis. Oui, il ne faut pas faire une chambre dans une buanderie, hein. Voilà. Ça ne sert à rien. Mais particulièrement dans cette maison, il y a un potentiel pour aller au-delà de ces 4 chambres, effectives. Mais on peut vraiment aller sur les chiffres. Hein. Cette maison, elle est en vente à 499 000 €. Avec les frais d'achat, travaux, etc. envisagés, on va tourner autour des 730 000 €. OK. On arrive à faire 8 chambres avec salle de douche, des jolies chambres. Ouais. Ça se loue combien? Qu'on loue à peu près 600 €. 600 € la chambre. Et c'est plutôt bas dans le marché. Tu sais que moi, je suis prudente, toujours. C'est bienveillant. C'est ça le couple, là, il y a la prudence. Moi, c'est la prudence. Si on peut louer plus, après, tant mieux. Et sans tirer les prix par les cheveux. Voilà, mais du coup, si 600, tu peux aller à 650, 700, t'es pas hors marché, t'es pas en phase. Hein. Mais mon petit calcul à 600, on est déjà, au final, à un rendement net de 6,5%. Oui, c'est ça. Donc oui, alors qu'à contrario, en soi, tu achètes cette maison pour la mettre à louer et tu dis, tiens, je vais la louer en maison unifamiliale. Ça va tourner quoi entre 1500 et 2000 € de revenus locatifs. Tu fais le calcul, ton rendement, c'est 2,5. Donc en soi, même aujourd'hui, tout le monde sait, quand il investit, qu'il peut aller chercher des rendements plus intéressants. Vous parliez de travaux, est-ce que ça veut dire que ça peut être voué à un premier investissement? Vous le conseilleriez pour un premier investissement, ce type de bien, ou pas? Oui, pourquoi pas. Bien sûr, oui, complètement. La seule chose, c'est que quand on s'adresse à un investisseur, l'investisseur, il est souvent tourné quand on va lui dire tiens, j'ai une maison, lui, il ne le voit pas. Donc c'est pour ça que Gaël disait tout à l'heure, il faut l'informer, il faut lui dire tiens, ce qu'il y a comme potentialité finalement dans cette maison, parce que lui, quand il voit une maison, il se dit non, moi, ce qui m'intéresse, alors ça va être une maison de rapport, ou bien ça va être les petites unités à gauche et à droite, de manière un peu disparate en ville à gauche à droite. Mais là, l'agencement fait que cette maison, on peut la considérer effectivement comme un bien d'investissement. Ouais. Et donc ça peut être un très C'est important, je sais qu'on en discute souvent dans cette émission, vous avez un vrai rôle de conseil, c'est-à-dire que vous arrivez, et je pense que c'est primordial dans vos métiers, à faire la part des choses entre ce qui est bien, ce qu'il faudrait, et d'un autre côté, vous avez aussi envie de vendre, mais pas à tout prix. Comment on rend ce discours crédible face au potentiel? Il faut que ça tienne la route. Il faut clairement que ça tienne la route. Si on raconte n'importe quoi, ça ne passera pas et on ne fidélisera pas nos clients non plus. Si on a envie de faire ce métier sur de nombreuses années, il faut vraiment être crédible et pas raconter de bêtises. Dans l'idée, oui, c'est d'être cohérent. C'est d'être cohérent avec l'acheteur, qu'il ait les informations et que lui puisse mesurer dans le projet dans lequel il se lance. Alors c'est vrai, on disait premier invest. A priori, quand on fait son premier invest, c'est peut-être pas toujours vers un bien de 500 000 € vers lequel on va se diriger. Mais après, c'est une question de moyens, l'un dans l'autre. Est-ce que ça vous arrive d'être face à des potentiels acheteurs et de leur dire c'est pas pour vous? Ça arrive, ça? Ça arrive d'être face à quelqu'un qui, a priori, selon vous... Oui, parce qu'au niveau profil, clairement, quelqu'un qui va se lancer dans l'investissement en colocation, ça va quand même prendre plus de temps au niveau de la gestion si tu le fais toi-même. Okay. Ça peut prendre quand même un peu plus d'énergie parce qu'il y a plus d'interlocuteurs. Et c'est vrai que tu rencontres certaines personnes, mais ils ne sont pas faits pour. Il leur faut un truc où... ils n'ont rien à gérer. Oui, un placement un peu plus pépère. Et parfois, un placement plus pépère, on va peut-être tourner à du 1 ou du 2%, mais qui est tranquille. Mais moi, j'ai le souvenir toujours de m'adresser à des clients qui me disaient tiens, je vais peut-être mettre ce bien en location ou je vais acheter pour louer. Mais la réalité, c'est OK, qu'est-ce qui se passe si jamais demain il y a un couac? Comment est-ce que, en tant qu'investisseur, finalement, tu le vis? Demain, tu as un impayé. Est-ce que ça te met tout de suite dans les embarras parce que tu as besoin de ce loyer pour payer, par exemple, ton crédit à la banque? Si tu ne l'as pas, finalement, comment tu fais? Donc, tu dois avoir malgré tout un petit matelas financier pour pouvoir
amortir un pépin, c'est la première chose à mesurer. Et puis finalement, au niveau de la vie de tous les jours, si ça t'angoisse et si ça te ronge, fais pas un investissement si c'est pour ne plus endormir. Si déjà ça te fait peur, ne te tourne pas vers la colocation par exemple, vers la colocation ou parfois même vers le petit appartement. Il faut peut-être faire autre chose. Oui. Et alors on redirige vers le happy viager. Par exemple. On en reparlera encore bientôt. Un mot peut-être sur le happy viager pour les gens qui cherchent des formules d'investissement différentes. Un mot. À ce moment-là, sur le happy viager, c'est clair que le locataire, c'est l'ancien propriétaire, du coup, qui connaît extrêmement bien son bien et qui veut y rester le plus longtemps possible. Oui, dans ce cas-là, on est sûr d'avoir un locataire. Voilà, on évite le turnover. Il y a déjà un premier contact avec votre futur locataire. Donc c'est vrai que ça va être quelque chose de plus tranquille. Oui, puis en même temps, vous libérez un gros capital que vous donnez à votre futur locataire. Donc quelle meilleure garantie, entre guillemets, d'avoir l'assurance que son loyer va être payé puisqu'il y a un capital derrière et en même temps... On reparlera de ce projet d'happy viager qui n'est pas encore assez bien connu, au printemps en tout cas. Un mot peut-être sur les taxes pour la colocation. Qu'est-ce qu'il faut anticiper ? Anticiper, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'est pas pressé. Donc voilà, sur les taxes, cool, quoi. Si elles doivent venir, qu'elles viennent à l'aise. Là, on est vraiment sur la politique. On rejoint une stratégie. Il y a des villes qui sont plus favorables que d'autres à la colocation. Mais c'est sur Bruxelles, c'est sur Bruxelles qui parle de taxation. Ils ont émis, il y avait des choses qui ont été mises en place puis qui ont été retirées. Il y avait 2-3 communes sur Bruxelles pour freiner le développement de la coloc, peut-être. Pour réguler, effectivement, Maintenant, oui, de nouveau, faut que ce soit cohérent, qu'il y ait une taxe, très bien, mais c'est vrai que ce serait bien que ce soit adapté au loyer perçu et pas une taxe forfaitaire ou des choses comme ça. Cohérent, proportionné. Oui, pour être assez clair et transparent avec nos téléspectateurs, souvent, ceux qui se mettent en colocation ne se domicilient pas dans le bien, ce qui n'arrange pas forcément les politiques. Il y a une histoire de... On est dans une année électorale, donc si vous voyez ce que je veux dire, on peut lire entre les lignes. Un mot aussi sur votre actualité à vous. J'ai envie d'en parler quelques minutes quand même pour terminer cette émission. Et là, je vois qu'il y a les sourires de mes deux complices qui s'arment. Gaël et Sylvain, en 2023, vous avez été élus numéro 1, le couple numéro 1, évidemment, mais ça, on le sait déjà. Mais des experts immobiliers chez Century numéro 1, vous êtes les meilleurs vendeurs du réseau, quand même. C'est pas mal. L'élection arrive bientôt. Ce sera début février. On en parlera, vous saurez tout. Ce sera début février et on en parlera forcément dans l'émission de fin février. On est comment ? Est-ce qu'on garde, on reste sur le podium ? On l'imagine, mais à quelle place ? Moi, j'aime gagner. Il n'y a rien à faire. Et Gaël n'aime pas perdre. Voilà. Donc on est totalement d'accord qu'il faut qu'on soit premier. On aime, dans la réalité, on aime ce qu'on fait. C'est grâce à ça qu'on performe. C'est grâce à ça qu'on est les meilleurs. Mais c'est vrai qu'on aime encore plus être les meilleurs dans ce qu'on fait. Donc dans l'idée, on croise les doigts. Mais en même temps, on sait reconnaître quand quelqu'un a été meilleur. Donc l'idée, c'est quand même qu'on s'est donné à fond. On croise les doigts ou on se sort les doigts du coup. Exactement. Donc ça, c'est très important de se les sortir. Et en tout cas, on aura tout fait pour. On aura tout fait pour cette année. On est super contents. Et on n'a aucune idée du classement provisoire. On ne sait pas. Là, au mois de janvier, quelle autre agence... Au 31/12, aucune idée. Et fin novembre, on était premier. Au 30 novembre, on était encore numéro 1. Vos chiffres sont comment par rapport à l'année d'avant ? Pareil. Donc, à savoir s'il y a une autre agence qui a fait mieux que vous. On dit pareil, on peut pas trop teaser parce que si on est trop transparent, en fait, on spoil le résultat du 2. Donc, il faut nous suivre pour en savoir plus. Bon, on le saura en tout cas au mois de février, savoir si vous restez numéro 1 du réseau Century. Un mot aussi sur votre autre actualité, celle-là, vous allez bientôt donner cours. Vous allez devenir prof. Ah oui, tout à fait. Dans votre secteur. Ça y est, vous devenez complètement incontournable. Voilà. On peut le dire. Racontez-nous un peu, en 2 mots, c'est où, c'est quand, c'est comment ? Donc c'est à Uccle, c'est dans le temple des agents immobiliers. C'est là que sont C'est par là qu'on doit passer c'est une des voies. C'est une des voies. C'est une des voies. Donc c'est un des chemins à suivre. Et donc il y a un cursus de 3 ans où vous faites un stage en entreprise et en même temps vous suivez vos cours essentiellement juridiques. Et ça fait maintenant plusieurs années que je suis jury
une fois que le cursus est terminé pour les élèves. Et donc là, on a eu l'opportunité de l'école qui nous a demandé effectivement de venir enseigner. Ouais, et vous allez bientôt, bien évidemment, vous allez donner cours en duo. Ah oui, on leur a dit. C'est à deux, c'est rien. Et il y a de la place dans ce secteur. Il y a du recrutement. Je sais que vous êtes tout le temps en quête de nouveaux collaborateurs. On cherche encore de nouveaux collaborateurs, exactement. Maintenant, il y a beaucoup d'agents immobiliers en courtage, moins en syndic, mais ça reste un métier que les gens apprécient. Et, il est magnétique pour beaucoup de monde. Ça parle à tout le monde. Avant de passer à vos anecdotes pro du mois, un mot sur les profils que vous recherchez. Ils ont quel âge, les gens que vous recherchez? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'il faut de l'expérience? Est-ce qu'il faut quoi pour devenir agent immobilier et pour être retenu chez vous? L'expérience, c'est toujours un avantage. Oui. Par contre, ce n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut être prêt à faire, c'est de se donner les moyens, tu disais tout à l'heure, de se sortir les machins et d'avoir la volonté et envie d'apprendre. Ça, c'est très important. La motivation, c'est le critère numéro 1. Sens du service. Allez, on passe tout de suite à vos anecdotes pro du mois. Hâte de les entendre en ce début d'année. Aujourd'hui, on va vous parler d'une expérience à laquelle on a été confronté récemment et qui aurait pu coûter très cher à l'un de nos propriétaires vendeurs. Donc, un conseil, faites attention à ce que vous signez. En pratique, je m'explique, on s'occupe de la vente d'un appartement et d'un emplacement parking. Et donc, on a trouvé un candidat avec qui l'un de nos collaborateurs, Grégory, vous avez vu dans la vidéo, effectue de plusieurs visites, sauf que les négociations vont toujours dans le sens de l'acquisition uniquement de l'appartement, sans tenir compte du parking. Donc en pratique, on reçoit la première proposition qui ne convient pas au propriétaire, et donc il y a négociation. On s'aligne finalement sur un prix, et Grégory, dans sa volonté d'un travail bien fait, établit une offre aux conditions convenues avec l'acquéreur. Il l'envoie en PDF. Sous format PDF, sauf que quand cette offre nous revient signée, eh bien, super, on se dit, on a fait une vente, c'est signé, le propriétaire avait soumis un prix, il est d'accord, c'est super, tout le monde est content. À la relecture de notre document, on se rend compte que l'acquéreur, de manière malhonnête et subtile, a modifié le PDF et a inséré le fait d'acheter le parking, mais pour le prix de l'appartement. Oui, donc en fait, heureusement, le propriétaire n'avait pas contresigné cette proposition, parce qu'en pratique, s'il l'avait fait, pour le même prix, il avait donné son parking. Donc faites très attention, relisez les documents que vous recevez, et si jamais vous avez une question, contactez-nous. C'est déjà la fin de notre premier C'est mon toit de l'année. Encore une bonne année à vous tous. Merci, mes chers complices. On l'espère, une place de numéro 1 en février, confirmée pour la réseau Century 21. On est avec vous. Merci à vous de votre fidélité. Et vous le savez, on a pour habitude de terminer cette émission en vous disant, un jour, on en est sûr, vous direz tous... C'est mon toit. Et bonne année. Bonne année. Hein, en vrai. Oh là là. Allez, on y retourne. On pourra dire, c'est... mon toit un jour. Attends. Tu peux pas te regarder. Hein. Je me suis pas regardé. T'entends, mais tu peux pas. Non, ça va. Alors, comme si j'avais que ça à faire, me regarder. Là ou là. C'est des muscles. T'as pas compris ça encore. C'est toujours moi le bêtisier. C'est toujours toi, mon cœur. J'espère que tout le monde, un jour pourra dire... C'est mon toit. C'est mon toit. Attends, tu dois le refaire. C'est mon toit. C'est mon toit.